Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Nous sommes le jeudi 6 mars 2025 et comme toutes les 2 semaines, je reçois Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans un contexte un petit peu compliqué, de plus en plus compliqué, va-t-on dire. Oui, effectivement, alors beaucoup de choses à décortiquer hein, pour cet épisode. On va parler de la France, bien évidemment, beaucoup d'actualités, de statistiques macroéconomiques. On va parler aussi de l'euro-dollar qui remonte de manière assez inattendue. L'or aussi qui tutoie toujours ses sommets aux alentours des 3 000 $. Et enfin, on va parler bien sûr des marchés boursiers avec cette divergence Europe-États-Unis. Alors pour démarrer, Marc, parle-nous un peu de la France. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est toujours mauvais la situation. Bah oui, malheureusement, ça, c'est en train d'empirer, hein. On vient d'avoir effectivement le discours du président de la République française qui nous met dans une sorte d'économie de guerre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment c'est très dangereux pour l'avenir de l'économie française. Donc c'est vrai que ça ajoute, ça met je dirais, un petit peu de l'huile sur le feu, sachant que ça allait déjà particulièrement mal. Au moment où nous parlons, le taux d'intérêt à 10 ans de la France monte à 3,6%, c'est-à-dire du jamais vu depuis novembre 2011, en pleine crise à l'époque de Grec, crise de la zone euro. Donc ça montre bien qu'il y a une tension énorme. Et si les taux d'intérêt augmentent, ça va évidemment casser la croissance. Et le problème, c'est que ça arrive sur un contexte économique très difficile. Quelques graphiques qu'on voit ici. Tout d'abord, l'emploi. Vous voyez que l'emploi au quatrième trimestre 2024, donc c'est l'emploi salarié total, public et privé, s'est effondré. Moins 0,33%. Regardez bien sur ce graphique. On n'a jamais vu ça, sauf dans les cas de grave récession. Alors, bien sûr, pendant le coronavirus, mais là, ça ne compte pas parce qu'on devait en faire fermer le pays. Mais surtout, regardez la situation de récession de 92-93 et la récession de 2008-2009. Donc là, nous sommes dans la même situation, même si pour le moment, le taux de chômage ne baisse pas vraiment parce qu'il y a des problèmes statistiques, va-t-on dire, mais quand on a de telles destructions d'emplois, qui sont bien sûr liées au fait que les faillites d'entreprises atteignent des sommets historiques, on comprend bien que la situation française est extrêmement dangereuse pour les prochains mois. Regardez d'ailleurs l'enquête INSEE donc de confiance des ménages sur les perspectives de chômage. On pourrait avoir un taux de chômage qui remonte à 9 voire 10% d'ici l'été ou la fin de l'année 2025. Et donc, évidemment, le discours anxiogène sur l'état de guerre, etc., ne va pas arranger la situation. Parce qu'on dit, oui, l'économie de guerre, ça va relancer l'économie. Oui, mais attention, il faut avoir une industrie qui est là. Et malheureusement, comme on a eu un mouvement de désindustrialisation, eh bien, cette industrie, elle n'est pas prête. Idem sur l'emploi, la main-d'œuvre, les formations ne sont pas à l'aune de ce qu'on voudrait faire pour l'économie de guerre, entre guillemets. Donc c'est très dangereux. Puis bien sûr, un risque sur notre épargne, sur les impôts, etc., qui pèsent sur notre épargne. Donc il faut être très, très vigilant. J'espère vraiment qu'on va éviter ce scénario catastrophe. Mais maintenant, avant donc ces annonces, regardez bien, la situation française est particulièrement difficile et évidemment ça rejaillit aussi sur l'immobilier puisque comme malgré la petite baisse des taux d'intérêt qu'on a eu ces derniers mois, on voit que les prix de l'immobilier continuent de baisser. J'ai mis quelques villes ici, voilà, Paris, alors c'est vrai que ça baisse un petit peu moins qu'il y a quelques mois, donc c'est amusant parce que on nous dit, ah, comme ça baisse moins, ça y est, la crise est finie. Oui, mais ça baisse toujours. Vous voyez, on est à 14% de baisse sur Paris par rapport au plus haut. Regardez Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne, on est à 18,5% de baisse. Montreuil, presque 20%. Regardez Lyon, 21,4% par rapport au plus haut. Donc, il y a bien une situation assez dangereuse. Si on va sur le slide suivant, je vous ai mis ici le palmarès, entre guillemets, donc des villes dans lesquelles les prix de l'immobilier, donc ici ce sont les logements anciens, bien sûr, pour les appartements. Donc, c'est les villes de plus de 100 000 habitants. Et les villes où ça baisse le plus, on a donc Lyon, donc je viens de l'évoquer, moins 21%, Nantes, moins 20%, Montreuil, quasiment moins 20%, Boulogne, quasiment moins 19%, Grenoble, Villeurbanne, etc. Et bien sûr Paris, Reims, Lille, Strasbourg. Donc la baisse est généralisée. Et ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle, puisque malgré, encore une fois, la baisse des taux d'intérêt, les prix continuent de baisser. Donc même si l'immobilier sur le long terme, ça reste le meilleur placement, l'un des meilleurs placements avec les marchés boursiers et puis l'or, mais néanmoins, on se rend bien compte que là, la crise n'est pas terminée et avec l'augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État, ça veut dire que ça va rejaillir sur tous les taux d'intérêt de nos crédits, sur les entreprises, sur les ménages, sur l'immobilier. Ça ne va pas évidemment arranger la situation. Donc, comme vous connaissez le dicton, hein, quand le bâtiment va, tout va. Quand il ne va pas, rien ne va plus. Donc, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons eu, tenez-vous bien, 14 trimestres de baisse de l'investissement logement des ménages en France. 14 trimestres de baisse. Chiffre de l'INSEE. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est très dangereux ce que nous sommes en train de vivre. Malheureusement, rien n'est fait pour inverser la tendance. C'est ça qui est particulièrement dangereux. Donc je maintiens ma prévision de croissance pour la France autour des 0,5%
maximum cette année, donc c'est vraiment pas génial. Avec de l'autre côté le chômage qui va continuer d'augmenter, et puis surtout la dette, le déficit public qui va continuer d'augmenter. Alors maintenant, si en plus on fait effectivement ce fameux effort de guerre, comment va-t-on financer tout ça? Hein, Madame von der Leyen a annoncé un plan de 800 Mm. milliards d'euros. Comment va-t-on financer ça? Eh ben, il n'y a pas la réponse pour l'instant. Alors évidemment, on nous dit oui, on va faire appel au marché, mais on le voit, même le taux d'intérêt, disons, de l'Allemagne, puisque l'Allemagne également commence à déraper, et bien à ce moment-là, là aussi, les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui va casser l'activité économique. Donc, je me demande à quoi jouent nos dirigeants, et je suis un petit peu inquiet pour tout vous dire. Hein. Comme disait M. Macron il y a quelques mois, je crois, soyez fiers d'être des amateurs. Bon, ben là, là l'amateurisme, il est poussé très très loin. Donc, non, j'espère qu'on va se réveiller et qu'on va redresser un petit peu notre économie sans cette économie de guerre qui nous sera évidemment particulièrement coûteuse. Alors, pour continuer, effectivement, on va aller sur le terrain des devises. On a vu que justement l'euro est en train de remonter face au dollar, même on était effectivement à 1,06 le 4 mars, on est même remonté à 1,08 ce matin. Donc, quelle est cette situation? Est-ce que, puisque effectivement, on a quand même cette divergence de taux d'intérêt des banques centrales entre la Fed et la BCE qui devrait être favorable au dollar, comment on peut expliquer, Marc, finalement, cette remontée de l'euro face au dollar? C'est vrai que c'est assez incompréhensible parce on vient de l'évoquer, il y a une situation Oui. économique qui est en train de s'effondrer en France, en Allemagne, dans la zone euro. Même si les indicateurs des directeurs d'achat du mois de février, on a eu les chiffres, ça s'améliore un petit peu, donc c'est un peu moins mauvais que prévu aux États-Unis. Mais par contre, nous, dans la zone euro, on est vraiment en stagnation, on est en récession en France, dans une très grave récession. Et donc l'euro aurait dû continuer de baisser. Et là, pas du tout, il remonte. Alors il y a peut-être cet écart de taux d'intérêt, il y a une sorte d'opportunité, si vous voulez. On se dit comme les taux d'intérêt remontent sur les taux longs, notamment sur l'Allemagne et la Mm. France, bon, pourquoi pas en profiter, mais à part ça, il n'y a pas d'argument. Alors bien sûr, il y a les droits de douane, etc., en se disant, bon, ça va casser le commerce mondial, les Américains vont peut-être un petit peu souffrir, avoir de l'inflation, mais justement, comme il va y avoir de l'inflation aux États-Unis, la Fed ne va pas baisser les taux d'intérêt, peut-être même les augmenter dans les Mm. prochains mois. Certains nous disent, oui, mais il y a une récession qui arrive aux États-Unis. Ben, pour l'instant, on ne la voit pas. Il y a toujours un taux de chômage de plein emploi. C'est vrai qu'il y a eu un peu moins de création d'emplois hier dans le secteur privé, donc ça a été publié hier aux États-Unis. Mais bon, de là à générer cette augmentation Mm. de l'euro-dollar à 1,08 dollar pour un euro, bon, c'est pas très crédible. Donc là, il y a un mouvement, comme on dit en anglais, de spiel, hein, c'est-à-dire de spéculation, qui à mon avis n'est pas durable. Et d'ailleurs, je vous ai montré que sur le plus long terme, tous les arguments sont évidemment à la baisse sur l'euro. Alors bien sûr, voilà, on a ce petit indicateur avancé donc sur les États-Unis, indicateur composite qui est proche, qui se rapproche de la barre des 50, mais là, il a été Mm. révisé en hausse Oui. hier, donc hier Il après-midi, donc il sur y a une aussi légère augmentation. l'ISM Donc des services, l'ISM des services hier, je ne sais pas si tu as vu, qui est ressorti à 53, un peu plus de oui, tout 53. à fait, Donc, tout à fait. Donc, c'est pour mm. te dire que finalement, voilà, il n'y a pas de, il y a pas péril dans la demeure aux États-Unis, c'est en train de ralentir, mais il n'y a pas de récession. Tu vois. Alors que dans la zone euro, non seulement on est déjà en stagnation, même il y a un risque de récession. Donc il y a pas photo entre une croissance américaine qui va rester autour des 2,5-3%, et dans la zone euro autour des 0,5%. Donc ce qui veut dire que c'est les arguments que je présente sur le slide suivant, on voit bien que on a aujourd'hui tous les arguments qui militent justement en faveur d'une baisse hein, de l'euro. Donc voilà, je les ai écrits là. Écart de croissance à l'avantage des États-Unis, voilà, entre 2,5 à 3% et 0,5% dans la zone euro. Écart dans l'indicateur avancé, on vient de le voir, c'est toujours à l'avantage donc, de l'oncle Sam. Sur l'intérêt monétaire, on est à 4,5 ans donc, pour la Fed, 2,90 pour la BCE. Elle pourrait même encore un petit peu baisser, mais donc ça veut dire que l'écart de taux d'intérêt est à l'avantage là aussi du billet vert. Et puis les taux longs, alors évidemment, ça remonte un peu en Allemagne. Là, on était à 2,50 quand j'ai fait ce slide. Vous voyez, en une journée, hein, on est Mm. remonté à 2,80, 2,90, c'est assez incroyable. Mais on a toujours un écart à l'avantage là aussi du dollar. Donc, ce qui veut dire que je pense que cette remontée de l'euro, elle est un petit peu intempestive, elle est très spéculative et ça ne va pas durer. Donc, je maintiens ma prévision d'un euro qui pourra repartir vers la parité avec le dollar, sachant que bon, les États-Unis aujourd'hui veulent justement éviter une guerre, peut-être même faire la paix, etc. Et ensuite, ça pourra bénéficier, je dirais, donc au dollar. Donc voilà, ça va être très volatile. C'est sûr, ça va être très très volatile. On le voit, en une journée, ça peut bouger très très fortement. D'où l'importance, hein, notamment pour nos exportateurs et nos importateurs, de se couvrir sur le risque de change. C'est extrêmement important. Oui, effectivement. Donc, effectivement, comme tu disais, la volatilité, je pense que c'est le maître mot actuellement, puisqu'on le voit sur tous les types de marchés, hein, toutes les classes d'actifs. On a une volatilité vraiment extrême
que de mémoire, j'avais pas vu depuis on va dire les sombres heures de 2008 avec la grande crise financière. Bon, on espère qu'évidemment que ça ne va pas prendre la même tournure. Mais effectivement, quand on voit cette volatilité, ça peut faire peur. Alors justement, il y a un actif qui en profite, qui ne cesse d'en profiter, c'est l'or. L'or qui, comme tu l'as bien décrit sur ce graphique, eh bien, est en constante hausse depuis les années 2000 et qui, justement, tutoie maintenant un niveau symbolique, les 3000 $. Tout à fait. Alors bon, alors c'est que ça baisse un petit peu là depuis quelques jours, parce que là aussi, bon, on se dit finalement, est-ce qu'on va s'en sortir ou pas, mais néanmoins, l'or valeur refuge, c'est toujours d'actualité. Donc on le voit bien, on a atteint, donc là c'était le nouveau record Mm. en 24 février, donc 2 951 $ l'once. Donc évidemment, ce qui, là aussi, milite hein, dans ce contexte un petit peu très dangereux d'un point de vue géopolitique, voire guerrier. Évidemment, l'or est une valeur refuge, la fameuse poire pour la soif, comme je l'évoque toujours. Alors c'est vrai que quand on était à 1000 $ l'once, on me disait, bon, ça y est, maintenant c'est cher, ça va s'arrêter. C'est vrai que ça s'est calmé, puis seulement après 2000 $, on dit, bon, ça va s'arrêter. On est à 3000 $. Bon, on y est toujours. Je pense qu'on peut les dépasser assez aisément. Ça va bien sûr dépendre du contexte géopolitique. Là, je vous aime également en euros. Là aussi, évidemment, on bat des records historiques aussi sur l'once d'or en euros. Quels sont les arguments, si on regarde sur le dernier slide, qui milent justement sur un or, enfin, des cours de l'or qui vont continuer d'augmenter? Je pense qu'on peut raisonnablement nous dire qu'on dépassera bientôt les 3000 $ l'once. Alors voilà, il y a cinq grands facteurs. D'abord, donc le risque géopolitique, je viens de l'évoquer, voire peut-être même guéri. On ne l'espère pas, bien sûr, mais en tout cas, ça veut dire que ça génère cette inquiétude. Deuxième point, on a un fort ralentissement de la croissance mondiale. Hier, on a les indicateurs des directeurs d'achat justement au niveau mondial. Ça continue de ralentir. Là, on passe sous les 3% de croissance mondiale. Donc, ça ralentit. C'est pas la Bérésina, mais ça ralentit. Alors, fortiori, s'il y a, je dirais, un contexte de guerre en Europe, ça va aggraver la situation. Troisième point important, on a toujours des achats massifs des banques centrales donc d'or, notamment les banques centrales des BRICS. Évidemment, on pense à la Chine, mais pas seulement. Donc là, ça soutient également les cours de l'or. Quatrième point, l'inflation, elle reste élevée. Hein, elle va encore rester élevée. C'est vrai que c'est un petit peu baissé en France, mais dans la zone euro, ça se maintient sur des niveaux élevés. Et aux États-Unis également, ça va augmenter. Si on a une guerre commerciale qui s'installe, ça va également augmenter l'inflation mondiale. Donc, il faut être très prudent. Et puis, bien sûr, tu viens de le dire, et puis on va en reparler, les marchés boursiers sont extrêmement volatiles. Et là aussi, donc, d'où le cinquième point, l'or reste cette valeur refuge que j'appelle la poire pour la soif. Donc, il va permettre justement de se couvrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre sous son portefeuille en or, bien sûr, mais il faut toujours en garder de points, notamment de l'or physique par exemple, mais pas seulement. On peut évidemment investir différemment, avec Electoro notamment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, c'est important de garder cette protection finalement de notre épargne, donc au travers de l'or. Donc c'est pourquoi je pense que ça va évidemment continuer d'augmenter. Après, il ne faut pas non plus en mettre énormément dans son portefeuille, parce que si jamais on l'espère tous demain, ben, la paix s'installe au niveau mondial, espérons-le. Alors là, l'or évidemment repartira à la baisse. Donc voilà, je pense que le maître mot, on l'a bien dit déjà, c'est la volatilité. C'est extrêmement important, elle va rester très forte. Ça fait longtemps qu'on vous le dit ici même, donc ça va continuer. Donc voilà, les montagnes russes, hein, sans mauvais jeu de Mm. mots, ça sera un peu pour tout, pour le dollar, pour l'or et bien sûr pour les marchés Mm. boursiers. D'ailleurs, je crois Alors, on va terminer par ça, hein, Alors Antoine. justement, oui, bilan boursier en fait, c'est de ces 2 premiers mois. C'est vrai que ce début d'année 2025 déjoue tous les pronostics avec des indices européens qui surperforment les indices américains. Pour preuve, le stock 600 Europe, hein, c'est les 600 plus grosses sociétés européennes, progresse de 4,8% donc au 28 février contre moins 1,9 pour le S&P 500. Lui, le CAC 40, alors n'est pas en reste, hein, puisque après avoir progressé de 7,7 en janvier, presque de 2% en février, ce qui porte sa hausse à 10% depuis le début de l'année. C'est vrai que pas grand monde anticipait cette hausse, il faut le dire, au 1er janvier. Alors, qu'est-ce qui est le moteur de cette performance? Eh bien, on en a parlé, la défense, évidemment, hein, parce que le plan soutien à l'Ukraine donc, va provoquer une hausse des budgets. Tu l'as rappelé, 800 milliards hein, qui est évoqué, donc où on va trouver l'argent. Mais bon, en tout cas, ça va profiter, ça profite actuellement aux valeurs européennes les plus exposées donc, à cette thématique. C'est Dassault Aviation, Thales et Exosens qui s'envolent de 44%, 63% et 60% depuis le début de l'année. C'est évidemment les meilleures performances de l'indice. Et deuxième secteur, c'est le secteur bancaire.
qui performe très bien depuis le début de l'année, avec Société Générale hein, qui progresse de 45%, qui a vu son bénéfice doubler au quatrième trimestre dans les activités de détail, et aussi BNP Paribas qui progresse de 25%, avec une augmentation de 20% de ses revenus dans sa branche investissement. En revanche, il y a des déceptions, bien évidemment. Aucun secteur ne se démarque réellement. On a Carrefour qui ferme la marche avec moins 8,6%, avec des perspectives très prudentes. Capgemini qui perd moins 6,3% depuis le début de l'année. Et Stellantis, évidemment, qui, elle, a annoncé carrément une perte nette au second semestre de 2024. Et déjà, elle avait chuté de 40% en 2024 et elle perd 2% depuis le début de l'année. Pour terminer, je vous ai sorti ce petit tableau. Alors, c'est toutes les corrections du S&P 500 depuis 2009. Donc, il y en a eu, il y en a eu quelques-unes, hein, je n'ai pas le nombre exact. En revanche, elles durent. Alors là, on vient de rentrer en correction. Une correction, c'est quoi? C'est plus de 5% de baisse. Donc, on vient de rentrer sur le S&P 500 depuis le 19 février sur une baisse de moins 5,5%. Si vous regardez tout en bas, le nombre médian de baisse, c'est 26 jours de correction, et la baisse moyenne, c'est 7,6%. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça en détail. Mais effectivement, on est en correction aux États-Unis lorsque on est en forte hausse en Europe. Maintenant, est-ce que ça va durer? Ben, n'oublie pas qu'il y avait quand même, juste pour conclure, il y avait Hmm. effectivement ce rattrapage, puisque l'année dernière, la Oui, bourse américaine avait vraiment surperformé, notamment la tout bourse à fait. française. Donc là, on a fait ce phénomène de rattrapage. Et alors, évidemment, ces entreprises de la défense qui, bon, tant mieux pour elles, entre guillemets, mais n'oublions pas que si jamais on entre dans une guerre, ce sera une catastrophe économique. Hmm. Donc là, tout ce qui est bon sur le secteur militaire, on va le perdre sur les autres secteurs. Donc il faut être extrêmement prudent. Donc je pense que la volatilité va être très, très forte. Et comme tu l'as bien évoqué, hein, c'est vrai que ces mouvements de forte volatilité, ça nous rappelle justement des crises assez Hmm. graves. Ce qui compte évidemment, c'est la réalité économique. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les fondamentaux économiques sont quand même dangereux sur les marchés boursiers. Donc là, on a, faut le dire, faut être honnête, ouais, il y a toujours je dirais, cette liquidité qui est énorme sur les marchés. C'est les résultats de la planche à billets. Alors certains me disent, oui, mais voilà, on va réactionner la planche à billets. Ok, sauf que si on fait ça, ça va réactiver l'inflation et donc on n'aura rien gagné. Et donc je ne pense pas qu'on pourra réactiver cette planche à billets. Donc là, il faut arrêter cette fuite en avant parce que là, l'Europe dans son ensemble prend un risque énorme, et la zone euro en particulier, avec des Allemands, regardez, donc dans le plan de relance de Madame von der Leyen de 800 milliards, elle nous dit, bah, ça y est, c'est fini maintenant, on ne respecte plus le pacte de stabilité et de croissance. Alors la France ne l'a quasiment jamais respecté depuis Hmm. 26 ans, hein. Seulement on n'a fait que 6 années de respect des 3% de dette publique sur 26 années de zone euro, mais bon, néanmoins, d'autres pays le respectaient. Donc si les pays, entre guillemets, sérieux ne respectent pas non plus, qu'est-ce qui va sauver la crédibilité de la zone euro? Donc moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Hmm. Donc il faut être extrêmement prudent. Nous jouons un jeu extrêmement dangereux. Espérons encore une fois que nos dirigeants vont prendre le taureau par les cornes et vont arrêter cette fuite en avant. Sinon, le match qui va se jouer demain, ça sera États-Unis, Chine, Inde, peut-être Russie, et nous, on sera les dindons de la farce comme d'habitude. Donc j'espère vraiment qu'on va éviter ça. Donc très grande prudence quand même sur les marchés boursiers. La volatilité va rester extrêmement forte, mais on sera avec vous pour Hmm. évidemment vous éclairer, essayer de vous éclairer, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Mais voilà, il faut malgré tout garder l'espoir. Sur le long terme, les meilleurs placements, je répète, c'est toujours l'or, les marchés boursiers avec les dividendes et l'immobilier. Mais là, c'est vrai que bon, c'est un petit Hmm. peu, je dirais, chahuté en ce moment. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Marc, et merci Avec à vous tous plaisir. d'avoir suivi. À très On bientôt. vous dit dans 2 semaines pour un nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Oui, j'allais terminer quand même un truc Oui, important, pardon, oui, parce tu qu'il voulais, y a pardon. oui, sur Oui, les réseaux sociaux, effectivement, il y a oui. des fausses pubs qui utilisent mon image. Évidemment, Hmm. ce sont des usurpations, hein, ce sont des fakes. Donc en disant, voilà, j'ai acheté tel ou tel produit, ça va prendre X%. Et ce n'est pas moi, je vous rassure, il y a ma photo, mais c'est pas moi. Hmm. Alors je fais tout justement pour bloquer. Alors on les bloque, mais le problème c'est que 2 jours après, il y a une nouvelle pub qui est créée sur certains réseaux sociaux, etc. Voilà, donc ne plongez surtout pas, Hmm. hein, les groupes Hmm. WhatsApp, etc. Ce n'est pas moi, jamais je ferai de tels conseils. Hmm. Vous me connaissez. Moi, voilà, j'ai mon site marctoiti.com, Hmm. j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mes vidéos avec Itoro, avec toujours grand plaisir, Hmm. avec Antoine notamment. Voilà, mais tout ce Ouais. qui est, tout ce qui n'est pas cela, cela ne vient pas de moi. Donc, restez prudents, s'il vous plaît. Ne tombez pas Bien dans sûr. ce piège. De toute Voilà, façon, lorsqu'on vous annonce des choses qui sont trop belles pour être vraies, avec des performances à 300 ou exactement. 400%, il faut toujours se méfier. Évidemment, on a vu ces usurpations qui pullulent hein, maintenant sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, ne tombez pas dans le panneau. Voilà, Voilà. exactement.
Bon, merci, Merci, merci et merci à bonne tous. continuation. À très bientôt. À bientôt. Ciao.